Et c'est le live. Bonsoir à tous, c'est notre dernière émission des Software Crafters pour ce mois-ci. On a fait pas mal de kata, c'était très bien, mais aujourd'hui on change la formule et on a un talk. Ce soir on reçoit Michel Avomo qui va nous parler de tests d'intégration et de tests containers. Donc Michel nous vient de Paris, si je ne dis pas de bêtises, et travaille pour la société Codeworks, et elle est encore dans les locaux. Voilà, on espère que le talk pourra se dérouler les lumières allumées et que même si c'est passionnant et tout, on va pas se retrouver avec le rideau. Michel, écoute, si tu es prête, c'est à toi. Hello, Est-ce que tu es bonjour. prête? Oui, je crois. Parfait. Dans ce cas-là, je te laisse. Ok, bonjour. Je sais pas qui est là. Je suis Michel Avomo. Tout le monde m'appelle Michel. Et oui, je suis développeuse sur Paris et je voulais venir présenter un petit retour d'expérience sur un truc que j'ai découvert il y a quelques mois, et que j'ai commencé à utiliser de façon intensive sur un projet chez mon client actuellement. Voilà. Après, j'ai un slide avec la présentation, hein, si jamais vous voulez. Oui, carrément. Est-ce que tu peux nous partager les slides? Comme ça, effectivement, ça nous fera un support pour suivre, ça sera pas mal. Ouais. Est-ce que tu l'as partagé dans l'interface? Non, là pour l'instant, on n'a pas de partage d'écran. Pour le moment, là, j'ai pas de partage parce que j'étais sur. Voilà, on va partager là-dessus. 2 secondes. Impeccable. Non, pas de stress. Donc oui, pour le format, ce que je te propose, je vais relayer les questions du chat. Je vais probablement filtrer les trolls parce qu'ils sont nombreux à Lyon. Allez, ils ont passé quelques-uns quand même. J'en laisserai passer quelques-uns, mais bon, on verra. Et voilà, comme ça, toi, tu peux te concentrer sur ta présentation et de temps en temps, je me permettrai quelques petites interventions, voilà, le moins gênant possible, je l'espère. Ok, ça marche. Très, très bien. Si vous voyez tous bien, après, j'ai installé petit aparté, j'ai installé le client lourd, si vous voulez relancer ou... client de Discord. Le client de Discord. Là, oui. ça a l'air bon. Ça marche bien. Ça marche bien. Là ouais, je suis sur web encore, hein, donc si jamais à un moment ça marche plus, on peut switcher. Très bien, merci pour le plan B. Mais là, ça s'affiche impeccable sur Twitch, donc pour moi, tu peux y aller. Okay. La rampe est pour toi. Merci. Alors, donc, on disait Craft Talk. Déjà, merci beaucoup à Florent de m'avoir contacté pour me proposer de venir présenter un sujet. Je ne savais pas trop sur quoi aller, donc ce sera REST Container. Je m'excuse si c'est trop corporate. J'aime beaucoup les slides de la boîte pour laquelle je travaille. Ça tombe plutôt bien. Et surtout, en fait, il y avait déjà ce slide-là qui est assez pratique et qui passe partout et qui explique qui je suis. Voilà, moi, je suis... Du coup, pour le coup, j'ai pas beaucoup vécu à Lyon. J'ai été plutôt côté Bordeaux, donc j'ai fini mes études là-bas en 2012. Et j'ai rejoint le mouvement Craft autour de 2015-2016, ici à Paris. Je vis à Paris depuis 2012 et je travaille pour Codeworks. Et actuellement, je suis en mission chez l'Occitane en Provence. Et en fait, pour la petite présentation, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Hein. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Je suis un peu nouvelle sur Discord et sur ce meetup, donc n'hésitez pas à me faire signe. Je ne me vois pas, mais j'imagine que vous me voyez. Et en fait, donc voilà, donc je me suis dit, OK, pour parler de test container, il y a 1001 façons de le faire. On peut en parler dans un contexte Node, on peut en parler dans un contexte Haskell, whatever. Mais ce qui m'intéressait pour cette session, c'était juste de vraiment se focaliser uniquement sur
toute la partie outside in TDD parce que là on est entre personnes qui font des tests et tout, donc on peut en fait essayer de décomposer le truc. Mais pour expliquer comment en fait le test container m'a aidé, il est essentiel de revenir sur le contexte de ma mission actuelle. Sur le contexte de ma mission, le problème qui s'est posé avec l'utilisation des mocks et des spies et les différentes solutions envisagées avant d'arriver sur test container et bien évidemment ce que test container m'a apporté. Donc, au niveau du contexte, pour faire assez rapidement, ça fait 1 an et demi, depuis juillet 2021, que je suis dans une équipe en fait, de 3 développeurs chez L'Occitane et on s'appelle la Customer Centric APIs, même si on fait on fait plein d'autres trucs aussi. Et le principe, en fait, le but de L'Occitane à l'époque, c'était de créer en fait une sorte d'équipe de lab pour permettre, pour assister en fait des développeurs, pour créer en fait des API pour les mettre à dispo des développeurs et développeuses. Il n'y a pas beaucoup de développeuses, donc c'est plutôt auprès des développeurs. Mais c'est important. Donc, en fait, nous, quand on avait démarré, donc on est de 3 boîtes différentes, mes collègues et moi, et il y a un interne qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, même si on n'avait jamais travaillé ensemble, on ne se connaissait pas du tout sur cette équipe, on avait le choix sur la façon dont on voulait travailler. Et assez rapidement, on s'est dit, nous, on veut travailler en TDD et on veut, on veut faire de la CI/CD et du TDD. C'était comme ça, c'était le minimum syndical. Et comme on est tous en remote, donc même si on est tous à Paris et en région parisienne, on s'était dit, le plus simple, au lieu de faire des pull requests et tout, ce serait quand même de bosser en mob. Donc on est a priori, majoritairement en mob toute la journée. Et en fait, la seule chose que le client nous avait demandé, Peter pour pas le citer, c'était d'utiliser des API first. Vous voyez un peu API design first, tout le monde voit? Eh bien, le chat peut s'exprimer là-dessus. Est-ce que si vous ne savez pas ce que c'est que API First, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on pourra faire une petite de manière explication. générale, je pense que de toute façon, tous les termes que tu utilises, c'est bien de les redéfinir pour qu'on soit sur la même définition. Donc, tu as utilisé le terme de TDD et le terme de API First. Je pense que ça peut être bien qu'on soit tous en phase sur les définitions, quoi qu'il arrive. Ok, très bien. Donc en fait, donc ce sera TDD, donc Test Driven Design. Donc en fait, utiliser des tests pour designer son API, c'est son code de façon générale. Mob, ensemble programming, c'est être plusieurs à travailler en fait sur le même code, on va dire, sur le même fichier. Il y a une personne sur le clavier en général parce qu'on a essayé. Bref, ça c'est une longue histoire. Mais une seule personne sur le clavier et les autres en fait qui l'accompagnent. API Design First, en fait, c'est une façon, en fait, de travailler au niveau des API où on définit, en fait, un contrat d'interface, donc qu'il soit en YAML ou en JSON, et qui nous permet de définir les routes, les paramètres et les payloads de sortie. Donc, en fait, là-dedans, donc le client nous avait dit, il a pas mal entendu parler d'API Design First, il aimerait qu'on le fasse. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a découvert que, il y a un plugin de Swagger, ex-Swagger, qui s'appelle maintenant OpenAPI, qui a un plugin de génération de code qui nous permet, en fait, d'avoir des modèles. Mais je reviendrai dessus plus tard. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, comme on fait de l'API Design First, donc en fait, on a déjà un contrat de sortie au moment où on commence en fait à développer. Donc c'est vraiment un contrat qu'on signe avec les éventuels clients. On se retrouve en fait à faire de l'outside-in parce que tout simplement on sait à quoi ça doit ressembler et nous on préfère partir de là pour aller plus en amont dans le code. Et c'est pour ça, le contexte du sujet se trouve pas au niveau du mob, du tech et tout ça, ça se trouve vraiment en fait au niveau de comment est-ce qu'on a utilisé l'outside-in pour pouvoir en fait tester nos API, nos endpoints. Et là, c'était juste un slide parce que je ne sais pas si c'était clair en fait quand je disais qu'on a utilisé en fait un plugin pour le faire. Donc, quand on parle de faire du design first, on a en fait un document, un .json dans notre cas, mais ça peut être un .yaml qui contient en fait les versions, le copyright, toutes les informations nécessaires. On applique en fait une tâche Gradle
une tâche Gradle qui est du build et tout, et ce build nous permet en fait d'obtenir d'un côté, et c'est paramétrisable, hein, on a nos API, donc en fait vraiment le @request_param pour ceux qui font du Spring, et on a en fait nos modèles qui sont en fait des POJO, des plain old Java Object. Ce qui est drôle parce qu'en fait, non, on fait du Kotlin, mais on continue à l'appeler des POJO, ou peut-être que c'est des POCO. Bon. Donc, en fait, ce qui est intéressant quand je dis que nous faisons de l'outside-in, c'est que nous avons en fait ici, je ne sais pas si vous voyez quand je touche l'écran, Ouais. nous avons en fait, merci. Donc, nous avons en fait une API qui est générée, on va dire, par le contrat. C'est notre contrat d'interface. C'est là où nous définissons ce qui se passe en cas de succès, en cas d'erreur, s'il y a une bad request, s'il y a une erreur générique et tout ça. Nous étendons, nous surchargeons en fait cette partie-là pour avoir un contrôleur. Donc ça, c'est notre vrai code de prod, ça c'est notre réelle implémentation. Et derrière, en fait, ce qui va se passer assez classiquement, c'est que nous, en fait, chacune des implémentations que nous allons vouloir réaliser au niveau du contrôleur, nous allons en fait démarrer par les tests pour ça. D'accord. Et donc là, forcément, je réappuie ici pour dire en fait, quand je vais parler, ce sera uniquement au niveau des tests. On ne parlera pas du tout de toute la partie API qui est générée, même s'il y a des personnes curieuses qui veulent voir à quoi ça ressemble, je pourrais vous montrer. Pareil pour les contrôleurs, c'est assez classique dans tous les langages. C'est comme vous le faites au quotidien. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, là où ça commence à devenir intéressant et dans le cœur du sujet, c'est que quand on parle, nous, en fait, de faire de l'outside-in au niveau du contrôleur, c'est en fait en 2 étapes le plus souvent. Comme on a un contrat, on va démarrer en fait nos tests d'intégration en utilisant les fakes en fait. Les fakes, moi, je me dis un fake, c'est vraiment un objet statique mort que je définis et que j'arrange par rapport en fait à mon besoin. Si j'ai besoin d'un utilisateur qui ait une adresse par exemple, je peux en fait le fabriquer avec un builder ou je peux en fait le fabriquer comme un payload JSON en fait, comme une réponse en fait JSON classique. Donc en fait en général, quand on nous demande une nouvelle fonctionnalité qui intègre un nouvel endpoint ou quelque chose comme ça, nous allons en fait créer une première implémentation, on va dire hard-coded, avec des données moquées, on va dire avec des données en dur. Et après, justement, une fois que cette version-là, elle est livrée, que tout se passe, qu'on continue les ateliers ou pas, on va passer dans une deuxième étape où on va faire ce qu'on appelle ouvrir en fait l'implémentation pour pouvoir aller chercher la vraie donnée. Et là où ça devient intéressant, c'est que on s'est rendu compte assez classiquement que nous n'avions quasiment pas de problème à discuter à écrire des tests d'intégration dans le cas des APIs. Parce que nous sommes dans un contexte Spring et dans un contexte Spring, nous avons Web Client Test qui nous permet en fait finalement de faire tout ce qui est mock des appels, ainsi de suite. Par contre, au niveau des databases, et du coup ici en fait j'ai essayé de mettre un peu la panoplie en fait des ressources externes que l'on interroge en fait dans le cas des API. Nous avons en fait toute cette partie qui, on va dire, bon an, mal an en fait, est plutôt, on va dire, orientée HTTP. Donc nous, on n'a pas trop de soucis, on arrive en fait à travailler correctement avec. Par contre, on a eu un problème avec la partie Snowflake. Snowflake, en fait, c'était un éditeur français, je crois, qui est assez connu apparemment, et qui fait du data lake. Donc, du data lake, il récupère en fait des données qui ne sont pas forcément normalisés de différents systèmes internes de l'Occitane et il les verse là. L'Occitane ayant des boutiques, des choses comme ça. Donc on retrouve en fait à la fois des informations de boutique mais aussi des informations internes à la boîte. Et donc en fait je disais, au début, en fait, nous avions essentiellement des problèmes, nous avions essentiellement des fonctionnalités qui devaient aller chercher de la donnée, en fait, API. Et puis, à un moment, on a commencé à nous demander de la donnée côté Snowflake. Et c'était pas qu'une fois, parce qu'en fait, au début, on nous a dit, il y a énormément, bref, pour des raisons internes, nous sommes amenés de plus en plus à travailler avec la partie base de données. Au début, c'était des requêtes toutes simples. C'était, je vais récupérer les clients qui ont fait les achats
hier. Bon, ça, c'est du SQL de base. Nous sommes assez forts, on va dire, pour y arriver. Mais quand il commence à avoir des choses un peu complexes, et surtout, en fait, au niveau de notre workflow, nous nous sommes rendus compte, pendant qu'on développait comme ça, on s'est rendu compte que nous avions, en fait, un trou dans la raquette, dans notre workflow de TDD. Juste une petite remarque, Michel. Dans le chat, Oui. de ta présentation en plein écran. En fait, on voit tes différentes diapos sur la partie gauche, sur la partie droite. Et passer en mode plein écran. Oui, je peux faire ça. Comme ça. Pas fait de chance. Attends, parce que, en fait, je vais changer. Je pense que tu partages pas le bon écran. Ok, annuler. Je vais changer le partage, voilà. Je vais remettre le partage sur l'autre écran. On t'entend très mal, Arthur, très loin. Donc oui, là, tu partages ton Discord. Il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu de questions pour l'instant dans le chat. En revanche, les rappels que tu as fait sur API First et TDD, visiblement, il y avait des gens qui étaient très preneurs. Donc ça, c'est une bonne chose. C'était une bonne idée de les faire. D'accord. Bon, n'hésitez pas. Attendez, je le mets en... Parce qu'il refuse de se mettre en... Là, vous voyez bien ? C'est bon. Ah, on a vu subrepticement, effectivement. Ah, voilà, impeccable. Là, c'est il y a peut-être un petit lag. Hein. Donc là, je disais, donc de plus en plus, en fait, au début, c'était assez simple. Hein, on allait chercher via APIs et puis, en fait, plus le temps passe, plus on travaille pour avec la partie database. Alors, le problème de la partie database, on ne le savait pas, nous. On était plutôt en mode, des bases de données, on en a fait, on en fera toujours. C'est que on nous a informé que dans le cadre de cet éditeur, il n'était pas possible en fait d'avoir des droits en écriture parce qu'on est dans un environnement mutualisé, un peu comme pour ceux qui ont fait du PLSQL ou du Oracle et tout. Vous voyez, des fois il y avait un serveur en fait d'intégration et toutes les équipes en fait tapaient dedans. Donc nous, on n'est pas très nombreux, mais disons qu'il y a une seule personne qui est garante en fait en écriture là-dessus, et c'est justement notre interlocuteur qui en fait, dont je vais reparler tout à l'heure. Et on ne peut pas, malheureusement, contrairement justement à Oracle, je crois que c'était Oracle Server. En fait, vous savez, la plupart du temps, si vous avez une base Postgre en prod, vous pouvez en fait, d'une certaine façon, avoir une base de données. Vous pouvez recréer la base de données en local pour essayer au moins de faire un dump de la prod là-dedans. Là, en fait, dans le cas de Snowflake, c'est pas possible parce que c'est un éditeur et que pour avoir accès à ça, il faut ouvrir un compte chez eux et donc payer plus cher. Ce qui, pour les cas de test, n'était pas non plus un besoin très, très, très important. Et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas d'image Docker. Donc, en fait, on s'était dit, pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait, mais non, ça non plus, c'était pas possible. Et par contre, ce qu'on a fini par apprendre, c'était que Snowflake, de base, je crois que c'est un projet qui est parti, en fait, de Postgre, qui est un projet open source, pour pouvoir créer un truc avec une syntaxe un peu différente. Ce qui varie, juste pour information, ce qui va varier en fait souvent, ça va être des types. Les types, justement, vous voyez, quand vous créez une table de base de données, si c'est un number, si c'est une date time, ainsi de suite, c'est quelques types qui vont changer. Et du coup, il y a des toutes petites... Il existe en fait un workaround. Hein. À chaque fois, pour une requête Postgre que vous voulez mettre en Snowflake, il existe en fait une sorte de traduction. C'est juste que de base, c'est pas quelque chose, c'est pas 100% Postgre non plus. Et donc en fait, quand je reviens sur le contexte, nous sommes une équipe API. D'accord, nous travaillons au milieu en fait de plusieurs systèmes différents pour lesquels nous n'avons pas toujours des droits d'écriture.
plutôt des droits de lecture. Et en fait, Snowflake nous impose en fait une certaine rigidité dans l'accès aux données. Et du coup, ce que nous faisons, c'est que nous disons, OK, nous allons créer une librairie, une petite librairie interne que nous allons, qui va nous permettre en fait de nous connecter soit en prod ou en intégration en fonction de l'environnement de déploiement. Et surtout, en fait, comme nous n'avons pas accès à la prod directement en écriture, et nous n'avons pas une vision sur toute la volumétrie des tables. Vous imaginez en fait que il peut y avoir 10 000 entrées et nous en fait nous allons écrire une requête et nous ne savons pas si nous avons couvert l'exhaustivité en fait du besoin. Donc pour vérifier que nous avons fait à peu près quelque chose de logique, nous allons travailler avec l'expert de la solution interne. Et en fait, nous allons travailler avec lui pour valider pour lui dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette requête? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a une jointure qui manque? En termes de performance, est-ce que c'est OK? Voilà, un peu ce genre de truc. Et nous allons avoir, c'est pas systématique, mais disons que c'était un peu le garde-fou qu'on avait trouvé. Et comme nous n'avons pas malheureusement accès à à des tests en écriture, nous nous disons, bon, si nous avons écrit une librairie, que nous faisons en fait des revues de code avec l'expert, normalement, on peut se dire à 98% que les requêtes que nous envoyons à Snowflake sont bonnes. Et si ça passe en prod, en cas de problème, on le verra bien, on va dire. On aura au moins des tests qui vont vérifier la syntaxe. C'était un peu naïf, mais ça a marché. Ça a marché en fait pendant un moment. Le problème, en fait, il est arrivé plus tard. Il est arrivé parce qu'un jour, le métier, très content de ce que nous faisons, nous dit c'est vraiment cool tout ce que vous faites jusqu'à présent dans vos API, mais là, nous avons en fait un client qui a besoin, un client en termes d'utilisateurs, en fait, un client en termes d'une équipe de développement. Ils ont besoin de faire des web apps ou de faire un front-end, de faire une page, des pages de dashboard, et pour ça, ils ont besoin. Et ça, j'ai essayé de me retrouver exactement c'était quoi le truc. Mais c'était un truc du style, pour chaque magasin, nous avons besoin de savoir sur une période donnée le maximum qu'a dépensé un client donné. Vous voyez, un truc absolument... Je veux dire, c'était un truc, il y avait des problèmes de perf, il y avait des problèmes de tout, voilà. Donc en fait, vous voyez ce genre de requête, cette requête, en fait, pour qu'elle marche, nous y sommes pris à plusieurs fois avec l'expert, en disant, et j'ai essayé d'enlever des trucs qui sont trop, qui donneraient des indices, mais vous voyez un peu la taille de la requête, avec aussi ce côté-là un peu cette syntaxe tout au-dessus où on a un weave, et puis en fait le nom en fait du champ qu'on veut requêter, la table en fait à la volée qu'on veut créer, ainsi de suite. Donc quand on est arrivé sur cette problématique, en fait on n'était plus si confiant que ça sur la syntaxe de la requête. On se disait déjà cette requête, la moindre virgule, la moindre erreur en fait fait tomber le test. Déjà, c'était des tests hyper fragiles. Et en plus, en fait, on n'avait pas la garantie. On n'avait pas la garantie que notre test ou notre SQL, en fait, que nous allions lancer vers Snowflake, allait nous ramener l'exhaustivité des résultats. Et ça n'a pas tardé, parce qu'une fois, on nous a dit « Ah tiens, il y a tel client qui ne remonte pas, c'est bizarre. » Une autre fois, on nous a dit « Ah c'est bizarre, dans les fichiers plats, on retrouve bien ce client, alors que dans votre API, on ne les retrouve pas. » Vous voyez, le genre de plan pas très cool. Et donc, à partir de là, on s'est dit on s'est posé la question de comment faire. On s'est dit, il y a peut-être moyen, même si en fait c'est un éditeur propriétaire, il y a peut-être moyen en fait d'utiliser H2. Et nous avions commencé, nous avions fait un POC. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut prendre un peu de temps et se dire ok, nous allons poker ça et essayer de voir où ça va. Et donc ce qui est cool avec H2, c'est que c'est directement intégré dans Spring Boot. Donc nous sommes dans une architecture Spring Boot. Tout le monde fait du Java Tout le monde est suffisamment à l'aise, je pense, pour faire le mapping aux besoins.
Voilà, donc Spring Boot ou un serveur un framework en fait de développement, hein, je crois qu'on peut dire ça. C'est un écosystème à part entière. Et en fait, il y avait ce côté rapidité d'exécution avec cette possibilité qui nous manquait en fait depuis le début et nous le savions en fait. Il nous manquait cette boucle de feedback rapide sur étant donné telle entrée dans notre base de données, quand j'applique en fait tel SQL, quel est le résultat? Le problème qu'on a eu en fait sur la requête compliquée que je vous ai montrée avant, c'est que la syntaxe, nous ne pouvions pas l'enlever parce que nous avions travaillé avec l'expert et en plus ça permettait en fait de gagner quelques grammes de performance. On n'a pas énormément de données, mais disons que nous avons en fait des données qui remontent en paginée et qu'il y en a énormément et souvent les clients ils nous appellent comme en série quoi. Ils nous appellent, en fait c'est des fronts qui n'ont pas d'intelligence et qui nous appellent systématiquement. Donc nous essayons de réduire le temps en fait de réponse à chaque fois de nos requêtes. Donc ça, c'était plutôt, c'était un peu insatisfaisant H2 dans notre cas, à cause principalement de la syntaxe. Et puis ça demandait une maintenance un peu en double. Vous voyez le truc, on va prendre la requête, on va la traduire en H2 pour qu'elle soit H2 compatible, et après nous allons la retraduire en Postgre. C'était pas terrible. Après, nous avions pensé à avoir des bases de données. Chacun, on avait une base de données un peu locale qu'on pouvait dockeriser en fait déjà et dans laquelle on pouvait faire un dump des informations qu'on pouvait lire depuis Snowflake. On pouvait faire un dump dans cette table-là et effectivement jouer avec les requêtes. Ça, c'était cool parce que la syntaxe était compatible, comme je vous ai dit. Mais le problème, en fait, c'est que nous avions chacun, en fait, après, on est en mob. Hein, quand je dis instance dédiée, chacun de nous, en fait, a son petit serveur et on peut vérifier si les syntaxes sont bonnes et tout ça. On n'a pas besoin tous d'installer d'installer ou de démarrer un Postgre en local, mais si le jour où moi, par exemple, je ne suis pas là, il faut que la config soit refaite par un autre développeur sur son poste et en gardant juste le côté où on ne peut pas tester ça en mémoire. Et du coup, le problème, justement, c'est que si chaque développeur, en fait, si lors du développement, à chaque fois qu'on a un nouveau besoin, on va récupérer un dump de l'intégration, on le met en local et on teste la requête, puis on la fait valider, ça fait une énorme boucle de feedback. Et en plus, ça veut dire en fait éventuellement monter un truc en mémoire au niveau de la CI/CD. En plus, il y a aussi un côté non atomique en fait, parce que si on monte une instance, cette instance sera partagée pour tous les tests d'intégration. Et on n'est pas sûr, en fait, on n'avait pas envie de maintenir ça. C'était vraiment pas... C'était lourd. C'était assez lourd. Donc, on s'était dit, non, finalement, peut-être pas. Et là, en fait, moi, j'avais été en conf, et ça devait être à Socrates et tout. J'avais déjà entendu parler de test container. Je crois que j'en avais entendu parler. Mais du coup, j'ai proposé, j'ai dit, pourquoi on n'essayerait pas, vu qu'on est sous Docker? On est déjà en fait sous Docker et en fait la problématique qu'on a besoin de résoudre, en fait la notion de syntaxe qui rend H2 non intéressant pour nous, on pourrait peut-être la mettre dans une image Docker de Postgre. Et du coup, comme ça, on aurait ces images-là, on aurait la syntaxe, on n'aura plus à la gérer. On aurait une image Docker qui est créée à la volée, qui est créée, détruite. On aurait en fait cette boucle d'automatisation, cette boucle de feedback en fait qui nous intéresse. Et puis en fait, voilà, il y a tout plein de trucs sur le site. Vous verrez, ils disent c'est tout bien. Et en plus, ce qui est cool, c'est que comme nous, on fait des extracts, on fait des requêtes en environnement d'intégration pour avoir nos jeux de données, ces jeux de données-là, on peut les mettre dans un fichier SQL ou whatever, et en fait, ces fichiers-là peuvent être joués automatiquement, en fait, au niveau de test container. Et donc ça, oui. Pardon, je me permets juste une toute petite remarque sur l'utilisation de H2 versus PostgreSQL. Même si vous n'êtes pas sur une appli où vous avez des trucs très très spécifiques, de la syntaxe SQL très très spécifique et que vous êtes sur de la syntaxe standard, je vous conseille très franchement d'abandonner H2 quand même
puisqu'il ne va pas avoir les mots-clés réservés, les mêmes mots-clés réservés que la base sur laquelle vous allez déployer. Et donc, en fait, vous allez péter votre pipeline de continuous delivery juste en mettant un mot-clé réservé en nom de champ. Postgre a une liste de mots-clés réservés qui est pas banale. Et c'est très très dommage de péter la tête à tous les petits copains juste à cause de ça. Voilà, c'est sans aller chercher des syntaxes très très touchy, juste ça, ça suffit un peu pour invalider H2 à mon sens. Voilà, d'accord. Après, moi, ça faisait, je ne l'ai pas dit, mais moi, ça faisait un moment que je n'avais pas refait de back. J'avais fait beaucoup de front. Donc, en fait, H2, c'était un peu de l'époque où on faisait du SQL et ça passait, en fait. C'est vrai que si c'est juste des datetime, des choses comme ça va. Mais effectivement, sur la version standard, je crois qu'il existe des moyens, en fait, de customiser son H2. Mais ouais, mais c'est tellement simple de mettre un test conteneur et d'être sur son outil. Voilà. Exactement. Surtout que ce test conteneur, et merci pour la transition, test conteneur en fait n'existe pas qu'en Java. Moi, je l'ai découvert en Java parce que je fais du Java actuellement, mais depuis quelques années, ils l'ont porté sur du Node, de la Scale, du Python, et en plus, comme vous pouvez le voir là, tout ce que vous pouvez mettre sous Docker, vous pouvez le test containeriser. Donc, c'est juste ça, en fait. Une petite question sur le chat. Alors, c'est un petit moment, je ne sais plus c'était un rapport de quoi. Il y a une question qui est c'est combien en mob? Ah, on est 3. En fait, ça dépend des jours, parce qu'on a un interne qui est là 2 jours sur les 5, les 4. Et en fait, on est 3 majoritairement, 4 au maximum. Et on pourra revenir dessus. Il y a une version, il y a une partie discussion. On pourra reparler un peu du workflow de déploiement, de feedback. Et c'est ça en fait, c'est que aujourd'hui c'est aussi, c'est un retour d'expérience. Donc, pour le coup, je suis aussi preneuse de feedback. Si il y en a qui font des mobs aussi, s'il y a des gens qui ont fait du test conteneur aussi. Et voilà, moi, je propose pas juste en disant ça, c'est la seule façon. Je propose en disant, nous, on a eu ce problème et voilà grosso modo comment on l'a résolu. Et si vous pensez qu'il y avait moyen de faire autrement, moi, je suis preneuse. Et tu disais test container, ça marche avec toutes les images Docker. Et même si vous êtes un peu énervé, vous pouvez le faire marcher avec Podman. Voilà, si jamais c'est une obligation chez le client ou dans l'organisation, vous pouvez réussir à brancher du Podman sur vos test conteneurs et ça peut être bien pratique aussi. Du coup, c'est la partie où tu expliques Podman, n'est-ce pas? Non. Vu qu'il faut. Non, parce que tu m'as dit il vaut mieux tout expliquer. Ah oui, je comprends rien à Podman, mais il y a des organisations, on n'a pas le droit de faire du Docker, on a le droit de faire du Podman et c'est censé être compatible, mais pas de ouf. Voilà, et donc j'ai un collègue qui a réussi à faire marcher le truc test conteneur avec Podman. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que dans test conteneur, il y a une image qui s'appelle generic container, je crois, et justement qui vous permet en fait de juste écrire une image que vous voulez déployer dans un conteneur, tout simplement, sans avoir de spécificité. Et donc là, c'est la partie où, maintenant que j'ai dit tout le bien que je pense de test conteneur, donc j'ai prévu une petite démo. Et cette démo, en fait, forcément, je ne vais pas la faire sur le code de mon client. Ça ne se fait pas trop, c'est pas très professionnel. J'ai prévu plutôt reprendre, je crois que la plupart ceux qui font du Java et tout, et du Spring, ils connaissent pas mal le Spring Pet Clinic, qui est une sorte de sample, une sorte de truc de démo en fait à chaque fois de Spring pour apprendre de nouveaux frameworks pour s'entraîner en fait de façon générale. Et donc ça c'est la partie où je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire en fait intégrer test container à toute petite dose. Hein. J'ai pas fait 100% de couverture là-dessus. Et pour ceux qui... c'est ça, c'est que moi, du coup, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec Spring Boot, ainsi de suite. Mais je peux prendre mon temps et
et revenir rapidement. On peut faire un petit sondage, je vais le proposer sur le chat et on va voir s'il y en a qui ont des difficultés avec C'est Spring ça, Boot et Gradle. c'est ça. Alors il y a un D3B0 underscore qui nous dit je suis débutant de mon côté. Ok. Et on a aussi Andonari qui nous demande si tu peux zoomer un petit peu parce que c'est tout petit sur ton écran. Ok. Et il y Ça, a, je peux. et il y a Gauthier des 69 qui nous dit qu'il est triste et que maintenant c'est plus lui le plus gros contribuable à Test Container HS. Comment? J'ai pas tout compris. Ouais, Oh, moi bah, aussi, il m'a largué là. Pendant un temps, il devait être premier contrib à un conteneur sur Test Container. Ah! Bah, moi, je ne contribue pas pour le coup, hein. Moi, je suis une utilisatrice, hein. Après, c'était aussi le seul utilisateur, non? Très probablement, ouais, Comment? connaissant Gauthier, Pour Pascal, aussi, pas de masque. ouais, c'est- Attends, comment on fait encore pour zoomer? Donc, je sais jamais parce que... Hop, attends, Ouais, Gauthier a confirmé. presentation. Effectivement, Ah, la abusez version pas, il n'était pas partielle seul de utilisateur, ils Test sont Container. deux. Ils sont deux à utiliser Test C'est- Container. Non, c'est Pour l'emblème Haskell de Test Container. Ah oui, mais c'est sûr qu'ils sont deux. Attends, Alors- ceux de Rust, ils sera tous ceux. La Rust, je crois qu'il faut être le premier là. On te remercie pour le zoom, c'est beaucoup mieux. Ah, très bien. Alors, Bon. il faut savoir si je peux pas faire un cours complet sur les tests d'intégration avec Spring. D'accord? Sinon, on va déborder. Par contre, je pense pouvoir expliquer deux choses fondamentales dans justement les tests d'intégration avec Spring. Et je veux bien en fait des contributions des uns et des autres dans cette partie parce que peut-être encore une fois, c'est la première fois que je viens dans le meet-up, donc je ne sais pas en fait habituellement à quel niveau de détail en fait vous allez, et comme en plus vous faites plutôt des katas que des rex, je veux pas trop monopoliser la parole, même si là c'est très monopolistique, on va dire. C'est le principe. Vous voyez un peu. Mais il n'y a pas de problème. En soi, disons que ce que je vois dans le chat, c'est qu'il y a quand même une forte hétérogénéité des profils. Tu as des vétérans et tu as aussi des nouveaux venus, et bienvenue à vous, hein, ça fait plaisir Oui. de voir aussi des têtes neuves. Donc on peut, et si tu veux que ce soit un peu plus interactif, je peux par exemple essayer de faire une explication de Spring Boot pour ceux qui ne connaîtraient pas, puisque je crois qu'il y en a un parmi nous qui nous dit qu'il est débutant. Donc Spring Boot est une version opinionnée d'un ensemble, enfin d'une grosse librairie de l'écosystème Java, qui représente à peu près 60% des développements Java d'après le SNCC, le rapport du SNCC qui paraît chaque année sur l'écosystème JVM. Donc ça fait partie des technos à connaître en Java, hein. C'est pas la seule évidemment. Spring s'est un peu né pour faire toute la glue avec un ensemble de librairies dans tous les domaines, que ce soit gestion des transactions, gestion des bases de données, gestion des outils de test, gestion des moteurs de templating, gestion des frameworks pour la partie présentation, etc. etc. Et voilà, et c'est devenu un standard de fait à partir de 2005, 2006, par là. Voilà, en concurrence avec Java Enterprise. Exact. Moi, j'ai rendu un peu triste, je crois, un .NETer la semaine dernière quand il a découvert que, en fait, Spring Boot, le choix qu'ils ont fait, c'est qu'au moment où on build notre jar, donc qui est le livrable de base, hein, c'est l'équivalent d'un nugget en C#, ben, en fait, Spring Boot met un serveur web dedans. Ce qui fait que quand on démarre le jar, bah, on a un serveur web avec. C'est un des trucs de Spring. En fait, on appelle ça des fat jars. Et on embarque directement tout. Donc la différence, enfin Spring Boot a beaucoup amené ça, et des gestions de dépendance qui soient plus un enfer. Puisqu'on se rappelle, enfin les plus vieux d'entre nous se rappelleront qu'avant Spring Boot, réussir à avoir des dépendances Spring qui marchaient, c'était un art. Galère. Ouais.
Il fallait se souvenir de quelle version était compatible avec telle autre. Et Spring Boot, pour nous, pour le coup, ça fait gagner du temps. Mais ça impose aussi, en fait, une certaine architecture. Et cette architecture que vous voyez ici, c'est pas du tout la mienne, en fait. Enfin, là, on est sur un modèle MVC, modèle vue contrôleur classique, avec une couche contrôleur qui va exposer. Attendez, je vais vous montrer parce que c'était ça que je voulais faire. Sur le côté imposer l'architecture, on peut très bien faire une archi-exa en Spring Boot. Hein. Exactement. Mais ce que je dis, c'est que, voilà, vous faites ce que vous voulez. Tout à l'heure, en fait, je vous ai dit, nous, on avait choisi d'aller en architecture hexagonale. Ici, en fait, dans ce projet, c'est pas forcément le cas parce que vous voyez ici, vous avez directement vous avez en fait votre bed repository qui dépend directement de JPA. Donc bon, je dis ça, mais on n'est pas là pour parler de quelle est la meilleure architecture. On est plutôt là pour regarder comment que ça marche Pet Clinic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Pet Clinic, c'est une petite application avec des vétérinaires et des propriétaires d'animaux domestiques, d'accord? Et donc, tout le but, c'est juste de se dire, bon, bah, on peut ajouter en fait un client. Vous voyez, je peux chercher un client. Je crois qu'il y a un qui s'appelle Hélène. Je peux chercher un client ou je peux en ajouter un. Voilà, c'est une petite application de gestion en fait classique. Et tout l'intérêt ici, vous voyez, c'est d'aller chercher dans une base de données. Par défaut, en fait, cette application va chercher dans une base de données mémoire et va chercher dans une base de données mémoire un certain nombre d'informations. D'accord ? Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de comprendre justement comment est-ce que de base ils ont testé par défaut en fait. Et c'est ce qui me gêne avec le côté présentation mode parce que derrière, je perds un peu mon project structure et je peux pas me balader. C'est ça que, voilà, project structure. Ah non, c'est pas ça que je veux. Désolée, je vais peut-être donner un peu de présentation mode. Je vais donner un peu de mots de tête à 2-3 personnes, mais j'ai besoin en fait de cette vision. Je vais décrire pour ceux qui ne voient pas bien. Donc, dans un projet Spring classique, vous voyez, vous avez en fait un src main Java. Et à l'intérieur de src main Java, vous avez en fait un fichier qui s'appelle application Prompt Properties. Bon, des fois, ça peut être je crois que c'est en YAML, c'est pas pareil, mais bon, bref. Donc, sachez que Spring Boot, par défaut, va venir en fait va venir embarquer un certain nombre de configurations que vous déclarez ici. Et comme je vous ai dit, nous, par défaut, l'application que je vous ai montrée, elle tourne par défaut sur un H2. Si je veux en fait autre chose, vous voyez ici, il y a la possibilité de passer sur du MySQL ou sur du Postgre, d'accord? Et pour chaque base de données que je décide en fait d'embarquer, si j'ai en fait le serveur de base de données en local, donc ce que j'ai fait justement avec un petit Docker Compose ici, j'ai créé en fait un Docker Compose qui va avoir en fait les deux SGBD. Et donc en fait ce qui est cool, c'est voilà, vous avez ici dans H2, vous avez en fait un certain nombre de données. Et je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez là, James Carter, Helen Leary, Linda Douglas, bah, ce sont des données en fait qu'on va récupérer ici au démarrage de l'appli et qu'on va populer à l'intérieur de notre base. Et donc quand on veut tester, alors là, ça devient un peu, voilà, quand on veut tester, en fait, ça va être simple et compliqué. Ça va être simple parce qu'il suffit, par exemple, en fonction du type de test que vous voulez faire, donc je repars en presentation mode, vous avez deux annotations. Une annotation Spring Boot Test que vous avez vu ici et une autre qui est Web MVC Test. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand vous voulez tester tout votre contexte, imaginez, vous voulez vraiment vous voulez en fait avoir un vrai serveur, ne pas avoir en fait à utiliser des mocks, des spies, vous pouvez utiliser un Spring Boot Test. Spring Boot Test, vous voyez, après c'est ça le problème. Est-ce que tout le monde est confortable avec le côté auto-wired? Oui, avec les injections de dépendance, je pense, sans problème. Exactement. Donc, en fait, on va avoir un contexte d'exécution qui est, on va dire, global. Donc, en fait, là, quand on démarre un test comme ça,
c'est un test qui prend un peu plus de temps, c'est un test d'intégration et qui va réellement aller taper sur un certain port. Vous voyez, je tape en fait sur un port et je vais aller faire une opération en fait d'aller récupérer le owner numéro 1 par exemple. Et je vais vérifier justement que depuis mon contrôleur jusqu'à ma base de données et de ma base de données jusqu'à mon contrôleur, j'arrive en fait à avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Dans un autre cas, qui sont aussi des tests d'intégration, on va avoir en fait le côté MVC, le Web MVC test. Le Web MVC test, il est intéressant parce que des fois, les tests d'intégration comme ça, ils vont prendre énormément de temps et on n'a pas toujours envie pour chaque test d'intégration en fait de démarrer tout un contexte d'exécution. Ça prend du temps, ça prend plus de temps en fait, en tout cas que Web MVC test. Vous pouvez en fait vouloir ne pas taper réellement dans la base en tant que tel, vous pouvez vouloir en fait tester le comportement de votre contrôleur en fonction de certains résultats. Donc, si vous voulez tester les cas d'erreur, les cas, je sais pas moi, des cas un peu à la marge, vous pouvez en fait utiliser un système de mock, d'accord? Donc, vous démarrez quand même un contexte MVC, un contexte, un serveur d'application qui vous permet en fait d'avoir toute cette couche web, des contrôleurs, ainsi de suite, et vous allez en fait rajouter le mock en fait qui vous intéresse. Et là, ça c'est du REST comment ça s'appelle encore, je sais plus. Ça c'est bon, non, apparemment c'est du BDD Mockito. Bon, voilà. Donc vous allez en fait avoir la possibilité en fait de définir vos fakes. Vous voyez, les fakes, ce sont en fait des données. Justement, tout à l'heure, j'ai parlé de POJO, de Plain Old Java Object. Ce sont des classes en fait que vous créez et dans lesquelles, en fait, soit vous mappez directement toutes vos informations et vous avez comme ça, vous créez en fait vos objets qui respectent en fait la convention et vous les retournez au niveau du mock, d'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, en fait, là, ce qui va être intéressant, c'est que pour ce cas de test, en fait, je vais me retrouver à dire, je veux en fait simuler le retour d'une fonction je veux jouer en fait avec un vet repository. Donc je vais jouer avec la couche d'abstraction de requêtage de ma base de données. Et pour ça, je dis en fait qu'à chaque fois que je vais appeler sur cet endpoint là, donc à chaque fois que je vais demander vet HTML, au lieu qu'il me renvoie une liste comme on a pu le voir ici, au lieu qu'il me renvoie la vraie liste, je veux créer en fait une liste de 2 éléments et je m'attends à ce que mon contrôleur me réponde un is OK et je m'attends à ce qu'il y ait une liste de vétérinaires qui, voilà, ça c'est plus des trucs de Spring MVC. Mais bon, c'est un peu un mélange. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé cette architecture parce que c'est un mix de plein de choses. On fait pas là on fait du rendu d'image en même temps qu'on set les modèles, mais bon, on va pas se plaindre. D'accord? Donc jusque là, on est bon. Donc dans le projet, en fait, on a un seul test d'intégration, on va dire. Donc je vais me permettre de ressortir du projet. Exit Presentation Mode. Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, ici, dans le test d'intégration, en fait, on n'a pas qu'un seul test d'intégration. On a aussi, en fait, un test de repository, dans lequel nous avons ici la possibilité de tester directement notre clinique service test, d'accord? Et ici, il y a déjà une petite syntaxe test database et tout. Le problème, c'est que c'est du H2, d'accord? Et nous, on n'aime pas H2. On a décidé que c'était plus à la mode. Donc, si je veux, à ce niveau-là, est-ce que c'est un peu clair? Est-ce que c'est... Il n'y a pas de questions dans le chat, j'écoute. Il n'y a pas de questions, donc... Ça va. OK. Après, donc je réitère le message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'essaierai de les relayer, en tout cas mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai quand même été rattrapé tout à l'heure par Florent et je l'en remercie. Okay. Moi, cette architecture et cet exemple de code me fait tellement mal à mon petit cœur. Je sais, mais j'avais pas le temps de le rendre plus propre que ça. Hein. Je me suis dit, c'est du legacy, tu vas, tu poses ton test et déjà c'est pas mal.
pour info, si jamais vous faites du Spring et que vous voulez souffrir un tout petit peu moins, vous pouvez injecter un test REST template au lieu d'injecter le port et un REST template qui sera déjà configuré, par exemple. Exactement. Mais ça reste une mauvaise idée, hein. Ne faites pas ça. Mais c'est moins mauvais. Encore une fois, voilà, donc je suis désolée pour ceux qui viennent là et qui pensaient avoir une architecture. Ce projet date, je crois, de 2009. Et non, je dis pas. Je dis pour ceux en fait qui vont se dire, tiens, j'ai vu que sur Spring Pet Clinic ils font comme ça, donc moi je vais le faire sur mon projet. C'est pas l'architecture que je recommande en premier. C'est assez difficile et en plus en fait, vous voyez, enfin il y a un petit amalgame. Mais bon. C'est juste ça, hein. C'est pas oui, toi t'as pris le Pet Clinic. Tout ce que je veux dire, c'est ne vous dites pas que c'est une bonne archi pour votre projet, genre vraiment pas. Enfin, vous allez regretter très fort, très vite de partir comme ça. Très vite. Par contre, le fait de savoir la différence de Spring Boot Test et de Spring MVC Test, je crois Web MVC Test, ça vous sera toujours utile. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous faites ce petit truc que je vais vous montrer, vous n'aurez plus jamais besoin de Web MVC Test. Si vous utilisez Test Container. Du coup, là, on va avoir un tout petit problème, c'est que ça va être un peu petit et je vais bouger vers... OK. Bon, je vais repartir en Presentation Mode, comme ça. Et pour info, ça fait 2 ans que je suis passée sous Mac et j'ai toujours pas appris tous mes raccourcis clavier. Le reste de ma vie d'adulte, je l'ai passé sous PC, donc soyez indulgents. Bah, c'est le signe qu'il faut jeter ton Mac et passer sous Linux. C'est le signe qu'il faut jeter. En toute objectivité, évidemment. Acheter un framework qui est l'anti-Mac et passer sur Linux. Ok, très bien. Tant qu'on est au moment, tant qu'on est en train d'échanger des amabilités, nous avons quelques trolls dans le chat. Donc on nous suggère de rajouter Lombok à Spring Clinic et un peu de Mapstruct, histoire d'avoir un peu de mapping magique. Non, déjà, j'ai jamais été fan de Lombok, même quand il était au pic de sa célébrité. Jamais. Je pense que dans votre contexte, vous êtes en Kotlin, donc quelque part, un certain nombre des avantages de Lombok. Mais même quand je faisais du Java, je faisais pas de Lombok. J'ai toujours eu un peu de mal avec. Mais c'est vrai que nous, on fait du Kotlin et effectivement, on a des builders on peut avoir des builders. Et on peut avoir en fait un système de type qui nous permet... Est-ce que les Lombok, c'était pour faire quoi? C'était pour générer des getters et des setters, c'était ça, non? Non, c'est... des hashcodes aussi. La semaine dernière, on a fait un event avec tous les avantages de Lombok. Mais bon, en fait, il a duré 0 phrase. Il a duré 0 phrase? Voilà. Non, Lombok, les défenseurs de Lombok vont dire que ça permet de gagner du temps parce que ça génère automatiquement getter, setter, builder, constructeur complet, equals, hashcode, ce qui peut se générer très bien avec un IDE et derrière qui se fait sans manipulation de bytecode et donc sans comportement bizarre sur toute la suite du projet. Alors, en tout cas, c'est mon avis personnel. Mais c'est ça, parce que le truc, en fait, c'est que si Lombok automatiquement rajoute des getters et des setters, il y a un problème de visibilité, en fait, qui peut être plus... moi, j'ai toujours trouvé, je veux dire, des setters systématiquement, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. C'est pas systématique, en fait, c'est par annotation sur tes objets. D'accord. Tu vas lui dire par annotation ce qu'il doit générer. Ok. Mais bon. ça reste très, très malsain comme outil. Parce que tu peux plus refactorer du coup. Enfin bref. Ouais, bon, comme j'étais pas à cette discussion, je propose, je vais essayer de me renseigner sur ce qui a été dit à cette discussion. Non, mais c'était une blague, on la fera pas. Hein. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis allée un peu vite, mais bon, je pourrais revenir plus lentement tout à l'heure.
Là, j'ai rajouté des trucs. J'ai rajouté en fait un Active Profile, MySQL Test, vous verrez pourquoi. Ça, c'est du JUnit 5. Et surtout, ce que je voulais vous montrer pour ceux qui n'ont jamais fait de test conteneur, je vais vous montrer en fait comment ça marche. Enfin, déjà, je vous montre comment ça marche et après, j'essaye d'expliquer, voire en fait de faire une petite session. Test conteneur, en fait, donc là, j'ai utilisé en fait un conteneur MySQL, d'accord? Une image, en fait, qui existe, hein, c'est une image MySQL 8, dans laquelle, en fait, avant le démarrage de mon test, voilà, donc ici, vous voyez, ici, j'ai une image MySQL 8 qui s'affiche, ici. Donc, le temps d'exécuter mon test, donc j'ai une image qui est créée, et badaboum, il va vérifier, en fait, les informations, d'accord? Qu'est-ce que j'ai changé? Ce que j'ai changé, c'est qu'avant, donc imaginons, attendez, je ne sais pas si je peux les splitter dans cette configuration. Il y a des experts IntelliJ en présentation mode? Pas bien pour moi. Ok, allez, donc on va sortir de là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais splitter comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? Je n'ai pas touché en fait à ce PET Clinic Integration Test parce que finalement, il ne m'intéressait pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéressait en fait, c'était de dire quand je tape sur un endpoint, si je tape en fait, si je demande une liste en fait de vétérinaires, que je récupère cette liste. Et ce que vous voyez ici, c'est nous avons en fait changé. Enfin bon, je ne sais pas si vous voyez. Non, on va recommencer depuis le début parce que je me perds. Ici, en fait, j'avais un web MVC test qui disait, bon, bah, moi, je suis le test de vet controller. Et moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, mais je veux plus, en fait, je veux bien utiliser un vet repository. Vous voyez? Donc, au lieu d'utiliser un mockbean, je veux auto-wirer. Donc, je veux injecter une instance de vet repository qui est, en fait, une interface qui utilise du JPA, encore un truc de l'écosystème Java. Et donc, en fait, là, ce que je fais, c'est à chaque fois que déjà, je crée un conteneur. Et là, avec mon annotation JUnit 5, je crée en fait un conteneur statique qui va être le même pour tous mes tests, en fait. D'accord? Et en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que j'ai activé un profil ici. Et ce profil n'est rien de plus qu'une configuration, enfin qu'un langage pour Spring, en fait, pour dire à Spring, oh, by the way, quand tu vas t'exécuter, moi, je veux que tu utilises plutôt ce fichier de properties. Et dedans, je rajoute une couche en lui disant, bah, tu vas aller chercher, en fait, le schéma de ta base de données ici, et tu vas aller chercher, enfin, plutôt ici, quoi. Tu vas aller chercher un schéma de base de données là, et tu vas plutôt, en fait, m'intégrer telle ou telle donnée, d'accord? Ce qui me permet d'avoir des données légèrement différentes par rapport à la prod. Je ne sais pas, désolée si c'est petit, mais je suis toujours pas assez fluide en Mac et j'ai perdu toutes mes habitudes. Donc en fait, ici, dans mon code de prod, j'ai 6 vétérinaires. Et dans mon code de test, je choisis d'en avoir 3, d'accord? Juste pour montrer un peu la différence. Est-ce que tu vas parler des autres manières qu'on a de démarrer test conteneur dans les tests ou pas du tout? Je n'avais pas prévu le montrer parce que je n'ai pas fait de sample, mais on peut en fait le montrer effectivement parce que il y a on peut en parler une DSL. Oui, on en parle. Il y a une DSL qui existe dans laquelle en fait vous avez la possibilité de configurer. Tu voulais parler du côté annotation ici? Non, je voulais parler d'autres stratégies pour démarrer tes conteneurs, pour éviter d'en démarrer plusieurs, ou pour que tes tests... Ah, pardon. Je voulais parler d'autres stratégies pour démarrer tes conteneurs, pour éviter d'en démarrer plusieurs, ou pour éviter de les câbler dans chaque test. Tout à fait. Je crois en fait que vous avez d'autres manières de faire. Ça coupe un peu. Hein. Je sais pas si je suis désolé, c'est mes niveaux qui sont pas bons, mais sur Twitch c'est bon pour eux. C'est juste sur Discord. D'accord. Et je pourrais pas le régler pendant que je suis en live. Ok. Donc en gros,
Oui, vas-y. En gros, il y a d'autres manières de démarrer test container plutôt que de le piloter dans chaque test. Maintenant, il y a des drivers de mémoire, il y a des drivers qu'on peut directement configurer dans nos application properties de test qui vont le démarrer automatiquement. Et je dis de mémoire parce que moi, j'utilise pas ça. Moi, je branche mes démarrages test container sur les hooks des Lifecycle Spring, ce qui me permet de manière transparente de démarrer une fois les conteneurs pour mon appli et de les arrêter à la fin. C'est ça. On n'est pas obligé de s'amuser à câbler à chaque fois, dans chaque test, tous les trucs. C'est beaucoup plus léger que ça. Et voilà, c'est ça. Ok. Et donc, effectivement, mais après, c'est tout l'intérêt aussi d'un outil comme Test Container. Dans le cas, par exemple, de mon besoin, je me suis rendu compte... Ok, déjà pour revenir, sur le site officiel, en fait, vous voyez, il y a différentes façons de faire. Vous pouvez ne pas créer, en fait, un MySQL container comme moi j'ai fait, et vous pouvez, en fait, directement passer une property, en fait, qui dit, voilà, tu utiliseras, en fait, un connecteur de base de données et tu utiliseras telle image et ma base de données s'appelle Tartampion, d'accord? Ça existe, ça marche très bien. Mais moi, dans mon cas, le problème, c'est que j'avais besoin, en fait, de manipuler un tout petit peu. J'avais besoin d'être un tout petit peu moins magique, éviter un peu le côté magique et justement montrer le côté mini manuel en JUnit 5 qui, ma foi, fait le job. Mais si par exemple, je sais pas, si vous avez en fait une config qui marche déjà très bien, vous pouvez en fait faire au plus simple et intégrer effectivement directement un connecteur vers la base de données, vers l'image, et ça marche pareil. Voilà. Et oubliez pas l'astuce en le branchant sur le Lifecycle Spring, c'est vraiment pratique et vraiment puissant. Ce que ça peut permettre de faire aussi, si vous êtes sur un horrible environnement, vous êtes obligé de travailler sur Windows, et donc le démarrage des conteneurs est très lent. En fait, dans ces cas-là, dans le bout de code qu'on va écrire du Lifecycle, on va commencer par vérifier si le port par défaut de l'environnement local est ouvert. Et s'il est ouvert, on va pas démarrer une image, on va juste se connecter sur celui qui est déjà démarré. Ce qui permet aux devs de démarrer leurs images une fois le matin ou une fois à chaque fois qu'ils ouvrent leur session et de pas avoir à redémarrer les images à chaque lancement de test, puisque selon l'OS, des fois, ça peut prendre 5 à 10 secondes. Et donc, c'est en fait d'avoir ce bout de code-là qu'on peut faire une fois et qu'on peut piloter, c'est vraiment pratique. Effectivement. Et en parlant justement de se brancher au lifecycle de Spring, ce que je veux aussi, pour le faire, en fait, je pense que c'est assez simple. Moi, j'ai fait un choix délibéré qui est de créer un profil dédié. D'accord? Mais vous pouvez très bien vous dire, vous n'avez pas besoin en fait de dupliquer des informations au niveau des tests. Vous avez juste besoin en fait que votre test d'intégration ici, votre conteneur, aille lire, votre Spring Boot test du coup, aille lire en fait les informations de votre base de données. Et ça, c'est le comportement par défaut. Si vous mettez pas en fait de profil. Si vous n'activez pas, si vous ne faites pas de configuration supplémentaire avec des profils, ainsi de suite, par défaut, en fait, il va aller lire ce que vous avez vraiment en fait en prod. D'accord? Ce que vous avez dans votre lifecycle, voilà. D'accord? Est-ce que ça va? En gros, Test Container, c'est un outil qui a été porté dans tous les langages, qui permet de piloter des images Docker depuis du code. Exact. Voilà. Et heureusement qu'on a ça, c'est tellement trop bien. Et heureusement qu'on a ça, c'est tellement trop bien. Et ça fait... On pourra revenir on peut revenir sur le code. Je ne savais pas trop combien de temps on avait pour parler de tout ça. Donc, j'ai préparé des slides, mais dès que vous voulez, on revient sur le code. Donc, en fait, le but, c'est, comme vous avez vu, comme je vous ai montré, il y a plein d'implémentations possibles. Dans le sujet initial, je crois que c'était la DockerCon de l'année dernière, il y a en fait une live démo avec du Redis, du Kafka, des trucs comme ça. Mais moi, honnêtement, au quotidien, je fais pas de Redis et je fais pas de Kafka. Donc, je préférerais montrer du Postgre et du MySQL. Mais
sentez-vous libre d'essayer avec n'importe quel conteneur. Et surtout, il faut savoir que je me suis rendu compte en cherchant justement que ça fait depuis 2022 que c'est passé en Adopt sur Technology Radar, le Tech Radar de ToughWorks. Petite note. Pardon, je vous déconseille très fortement d'utiliser le conteneur Kafka si vous êtes dans un environnement Java. Ce sera beaucoup plus efficace d'utiliser Embedded Kafka, qui est vraiment un Kafka derrière, et qui a la bonne idée de pouvoir gérer facilement le nombre de shards, ce qui est très pénible à faire avec du test conteneur. Et si vous voulez démarrer un cluster Kafka, vous voulez probablement le sharder dans vos tests pour vérifier que vous n'avez pas de réplication. Juste, voilà, retour d'expérience. Pour toutes les autres images trop bien, pour Kafka, faites du Embedded Kafka. Sera plus efficace. Fplay nous demande si sous Linux tu lances Docker en rootless. En rootless, oui, non. Après, moi, c'est mon ordi, donc j'ai pas trop de soucis de permission. Mais qu'est-ce que tu entends par démarrer Docker en rootless? Alors, je voulais la remarque, c'est que à la limite sur Windows ou Mac, si tu passes par Docker, comment ça s'appelle, Docker Machine, Docker Engine, ouais. Engine, c'est plutôt le copilote dev. À la limite, là t'as pas besoin d'être root pour lancer les conteneurs, donc à la limite, vu que c'est exécuté dans une pseudo VM de leur côté, ça va. Sous Linux, t'as pas cette abstraction, et donc par défaut, Docker est exécuté en root, et donc pour exécuter un conteneur, il faut que tu sois en root. Tu peux avoir ça m'étonnerait en tout cas, je ne conseille pas d'exécuter son environnement d'exécution qui est droit root. Donc du coup, je posais la question justement comment exécuter. En fait, nous, c'est vrai moi, je suis sous Mac, un de mes collègues est sous Windows et l'autre est sous Linux. Et il me semble, après c'est son ordi, et c'est vrai que moi, je suis totalement en route là-dessus, mais il me semble que Test Container a juste besoin d'avoir un démon Docker démarré, en fait. Je veux dire, il vérifie pas, je crois pas qu'il vérifie au niveau des permissions. Et si jamais, en fait, par exemple, tu as besoin de démarrer ton conteneur avec un certain nombre de commandes, je pense que tu peux les lui passer aussi. Mais du coup, j'ai pas une utilisation très avancée de Docker, juste les commandes classiques. Donc là-dessus, je ne sais pas. Ça se passe très bien en rootless. Ça se passe très bien. En fait, je vois que cette solution, parce que en fait, sinon, si tu autorises un utilisateur lambda d'exécuter les commandes Docker, bah, tu peux faire tout ce que tu veux sur ta machine. Donc, en gros, tu as tout le monde droit de route. Donc, c'est pour ça. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton image que tu envoies dans Test Container. Et Test Container a juste besoin d'avoir un démon Docker démarré. Ouais, mais pour exécuter un conteneur, tu es obligé avoir le même droit que Docker. Sinon, n'importe quel utilisateur pourrait avoir tous les accès sur ta machine, en fait. Ok. Est-ce que c'est justement sur Linux, tu exécutes sur la même machine, donc ça fait que c'est moins lourd, etc. Alors que sur Mac ou Windows, vu que de toute façon ton Docker est exécuté dans une VM, où là il est exécuté conteneur, bah, c'est différencié. Donc tu as la plomberie du copilote, fait que tu gères pas ça parce que c'est le copilote qui va gérer les droits et rerouter sur la VM. Franchement, Florent, j'attendais pas le Docker, c'est jamais qu'un shroot de ta part. J'attendais d'autres personnes, mais de toi, je suis étonné. C'est pas ça. Et donc, en fait, pour ceux qui regardent un petit peu, et du coup, moi, là, si je devais faire un mini truc, je dirais que cette année, en fait, justement, le fait de faire des tests outside in, et on peut revenir là-dessus maintenant que au moins tout le sujet est déroulé, faire du JUnit 5. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sous IntelliJ, pour ceux qui sont sous IntelliJ, vous avez une option test container directement. Vous pouvez, donc c'est vraiment hyper populaire en ce moment. Et en fait, ce qui est cool, c'est que JUnit en fait s'auto-plug en fait
est compatible avec Test Container, donc n'a aucun mal en fait à gérer le cycle de vie de Test Container en plus des autres tests, ce qui est plutôt très sympa. Et en fait, il y a un truc dont j'ai pas parlé parce que finalement, c'est un peu hors scope. Je vous ai parlé de cette requête-là qui était très, très longue avec un problème de syntaxe et tout machin. Et nous, en fait, en plus de Test Container, nous avons ajouté Juke, qui est en fait une sorte de DSL. C'est une lib qui permet en fait d'avoir un langage d'abstraction un peu de haut niveau et qui permet justement d'écrire ces requêtes SQL, mais avec un langage un peu haut niveau, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu déjà comment ça se présente. Ça se présente avec des tables. C'est un langage normalisé qui, nous, en tout cas, nous a permis de ne plus stresser si on a un espace en plus ou pas et d'avoir justement quelque chose qui soit plus proche de l'objet que de la chaîne de caractères, tout simplement. Juke était le sujet du Jug Lyon de la semaine dernière. Ah, et tout se passe à Lyon en fait. On t'entend pas, Arthur. Ah oui, excusez-moi, en fait il y a un peu de bruit derrière moi. Alors et là on entend le ventilo. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Je ne sais pas trouver le seuil. Oui, effectivement, Kevin Davin, qui est venu la semaine dernière au Jug, nous présenter Juke. Donc, c'est vrai que ça fait une transition toute trouvée avec ton talk, Michel. C'est, voilà, à une semaine près, on a Juke et ensuite les tests d'intégration de base de données. Décidément, les Lyonnais ont vraiment de la chance. C'est vrai, vous en avez de la chance. Et donc, voilà. Donc, on a abordé beaucoup de sujets. On a parlé, j'ai tenté en fait, je sais pas exactement, j'ai pas le timing en tête, mais j'ai essayé de présenter un petit peu un projet qui a rien à voir avec ce que je fais en mission, juste pour parler de MySQL Container. On peut en faire des milles, on peut en faire des caisses, hein, mais j'ai l'impression que dans le public, il y a plein de gens qui ont déjà joué avec Test Container. Si par contre, il y a des questions, si vous voulez ouvrir une discussion, si vous voulez revenir sur cette histoire de mob, vous avez des retours d'expérience, du coup, moi, je serais preneuse. Genre... vos tests d'intégration, est-ce que vous les taguez intégration, est-ce que vous les taguez IT, comment vous les organisez? Est-ce que vous avez une tâche d'exécution différente en fait en CI/CD? Sur les int tests, perso, je les appelle int test et j'ai une annotation @integration test qui fait tout le chargement. Faut vraiment que j'arrive à changer mon niveau sur Discord. Je suis désolé. Et après, je les fais tourner dans failsafe. Mais je peux pas faire mon réglage Discord malheureusement. En fait, le chat est occupé à se troller et à s'auto-alimenter en troll. Là, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc, il paraît qu'on a Colin pour compenser toute cette chance qu'on a à Lyon. Donc, je dis à Gauthier qu'il ne devrait pas se sous-estimer quand même. Voilà, il paraît qu'un malheur n'arrive jamais seul. Enfin, on en est là, tu vois, nous. Peut-être tu peux arrêter ton partage si tu veux, Michel. Ok. Si c'est bon. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des insultes? Le chat. Alors les insultes plus pour les orgas, s'il vous plaît. Et les questions, les remarques pour Michel. Andonari qui nous dit qu'il fait tourner ses tests d'inté séparément. C'est-à-dire séparément, c'est juste dans un autre plugin ou tu les fais spécifiquement dans une autre step de CI? Pendant qu'il répond, je crois que j'avais essayé chez toi, Arthur, de les mettre dans une autre step de CI, mais on finissait par perdre du temps à la fin et on avait dit bon, on va arrêter les bêtises. Aujourd'hui, c'est tout dans le même step, effectivement. C'est ça. Et nous, ça va bien. Nous, on a tout mis dans le même step parce qu'on s'est dit finalement, on n'avait pas tant de... Enfin, on est sur un petit projet, donc c'est nous qui l'avions démarré. Nous ne faisons pas de différence entre nos tests conteneurs et les autres tests, par exemple. En fait, l'autre problème que j'ai moi derrière, c'est que je veux générer un rapport Jacoco avec les rapports sur Fire et les rapports failsafe, donc qui sont dans le monde Java, le lanceur de tests unitaires et le lanceur de tests d'inté. Et en fait, si on veut faire ce merge de rapports, on passe notre temps à trimballer des artefacts d'un build à l'autre. C'est très pénible, c'est très compliqué pour gagner 4 secondes et demie. Moi, maintenant, je m'embête plus, je mets tout au même endroit. Hein. Et je mets une plus grosse machine si j'ai besoin d'aller plus vite. Plus de proc et terminé.
Mais alors, question Colin, tu continues d'utiliser Failsafe ou en fait tu mets tout dans Surefire? Non, failsafe pour intégration et test cucumber. D'accord, donc tu continues d'avoir d'un côté des tests, enfin des XXX IT et enfin IT case et de l'autre des XXX tests. D'accord. C'est ça. Ok. C'est ça. Et je mets mes tests d'architecture aussi dans failsafe. Donc des arc tests. Nous, Parce on en avait discuté, mais on n'était pas allé jusque-là parce qu'il y avait une notion de confiance versus pour ce qui est des arc tests. En fait, c'est pas une notion de confiance, c'est une notion que c'est très très facile de faire des conneries. Parce que taper une dépendance d'un business context à un autre alors que tu pensais que c'était un shared kernel et que tu te trompes, c'est très facile en fait de se tromper sur une dépendance et de faire fuiter tes domain modèles entre deux bandits de contexte. Et donc en fait, ArcUnit va te permettre très facilement de valider ça avec des règles qui peuvent être très très puissantes, qui peuvent être beaucoup plus puissantes que ce que tu peux te galérer à faire avec un système de modules, que ce soit Jigsaw ou Maven ou Gradle, et qui sera beaucoup plus simple en fait. Le côté pas cool, c'est que c'est un retour test time et pas compile time, mais c'est vraiment très 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 puissant, ce qui est faisable avec ArcUnit. Et ça a été le module de test d'ArchiExa était pas mal travaillé dans JHipsterLite. Il y a eu pas mal d'efforts de fait dessus, donc vous pouvez réappliquer le module qui rajoute les tests exa. C'est Cédric Main, je crois, qui l'a pas mal retravaillé récemment. Je rajoute aussi sur ArcUnit que même si effectivement c'est côté test time, c'est toujours mieux que review time. Oui. Sachant qu'en review on voit pas tout, donc c'est quand même pas si mal. Ouais, sauf si on est en mob et là on n'a plus besoin de review. En fait, tu peux faire des erreurs. J'avais une collègue qui me disait sur un projet après 1 an et demi en ArchiExa, elle commençait à mettre des tests. Des tests justement pour valider son archi alors que tout le monde faisait vraiment gaffe et après 1 an et demi il y a des trucs qui passent au travers et l'outil est sans appel quoi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres retours, d'autres remarques? Ouais. Tu avais relevé, je crois, la remarque de Andonari qui nous disait je tourne les tests d'intégration séparément. Effectivement, on n'a pas de retour de. Nolwenn vient de surgir. Faut que tu te mettes en face du micro, Arthur. Je pense que tous les deux, on a des niveaux de déclenchement catastrophiques. Après, moi, je peux régler le mien, mais vous allez me voir le régler. C'est ça le problème, en fait. Non, en fait, c'est juste que je n'arrête pas de le régler un coup à la hausse, un coup à la baisse, parce que j'ai derrière des osios qui n'ont pas très bien compris le concept de stream. Donc c'est pour éviter de vous en faire profiter. Donc Nolwenn qui nous dit je pense qu'il doit y avoir des choses à faire, les modules Java pour gérer ces dépendances. Ouais, mais ça, module Java au sens typo, j'imagine. Ça, c'est quand j'ai dit Jigsaw, mais de toute façon, Nolwenn, il m'écoute pas, alors c'est plus comme avant. Ça, Nolwenn? C'est un habitué. Hein. Et Orga. C'est un Orga des software crafters. Et Orga. Mais du coup, donc vous avez tous déjà fait du test containers et enfin notamment les différentes façons de bootstrapper le container. Moi, de mon côté, je me suis dit, j'ai essayé par exemple à un moment, je voulais faire donc j'ai essayé avec JPA, donc ça marche bien, on va pas se plaindre. Par contre, à un moment donné, le Weavinit script en MySQL, il refusait systématiquement d'aller me chercher en fait le fichier de Bootstrap. J'ai l'impression qu'à un moment donné, Spring, la façon native de Spring de gérer en fait son micmac, et la façon en fait très déclarative en fait de faire le côté un peu JDBC, TC, MySQL, mon test container. En fait, j'ai l'impression qu'à un moment, ils n'arrivent pas à se parler. Alors perso, comme j'ai toujours un système de gestion de version de la base, si j'ai besoin de donner d'init, je vais le gérer avec ce système là et un profil particulier. Donc moi j'utilise Liquibase que j'aime beaucoup. J'ai
j'ai joué un tout petit peu avec son concurrent, j'ai oublié le nom. Flyway. Ouais, avec Flyway, justement, quand je faisais les modules Flyway côté Gipsterlight, je préfère Liquibase, mais je pense que c'est plus une question de goût qu'autre chose. Et donc, comme j'ai de toute façon toujours un Liquibase, j'ai pas envie de rebrancher un autre machin qui gère ma base. Si j'ai besoin d'initialiser des données, je mets des scripts d'init dans mon Liquibase avec un profil et j'ai plus de problème, quoi. C'est ça. Mais ouais, parce qu'en fait, là, j'essayais juste de, tu sais, pour préparer un peu ce mini présentation, donc j'ai essayé un peu toutes les modes de connexion. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que si tu fais un truc qui n'est pas Spring-like, tu vois, ça va. Si tu as vraiment t'as un test, on va dire, et tu as envie de brancher directement dessus, ça va. Mais j'avais l'impression, mais il faudrait que je pousse un peu dans ce sens-là, que ton init script avec ton profil sans Liquibase et sans Flyway, s'il y avait des petits soucis sur l'image SQL. Mais il faudrait que je fouille un petit peu parce que c'est juste, peut-être que c'était juste la fatigue et tout, mais... Nolwenn nous dit d'ailleurs, je crois que Flyway a une meilleure intégration avec Juke. Bon, après, il n'y a pas longtemps, Liquibase a annoncé qu'eux aussi, ils intégraient Juke désormais. Hein. Okay. Pour ça, pour le coup, c'est peut-être en fonction de la période, au moment où on regarde. Perso, j'utilise pas Juke non plus, parce que je me débrouille pour pas avoir de requêtes compliquées à faire. Je trouve que c'est une vachement bonne stratégie. Nous, on s'était posé la question, est-ce qu'il vaut mieux faire des requêtes très complexes en base de données ou essayer de tout gérer en mémoire? Non. En fait, je fais ni l'un ni l'autre, attention. Ah. En fait, je commence par mon code métier, et du coup, mon référentiel est forcément très très proche de mon besoin. Je commence pas par mon modèle de données, je fais mon « ok, il me faut ça, bon, je vais le stocker d'une manière qui m'arrange ». D'accord. Mais je pense que dans le contexte de Michel, le data lake devait déjà exister. Donc, ça n'a pas la possibilité de le structurer comme ça t'arrange. Non. Et du coup, oui, dans ce cas-là, j'aurais probablement fait du Juke. Ou son concurrent... son concurrent Query DSL. Non, parce que Juke, le driver est payant sur certaines bases, payant cher. C'est les bases payantes, en fait, ont un driver payant. Ouais, c'est ça. Comme ça... Et non, mais il a un concurrent, je sais plus comment il s'appelle, qui fait un peu pareil, mais j'ai bouffé le nom. Ça, je connais pas le concurrent par contre, parce que Juke, en fait, je l'ai découvert Proxy SQL. Non, on l'a mis sur mon projet là. Mes clients, ils voulaient le mettre au début. Bon, ils ont fini par l'enlever, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un truc en is, je crois. Mais MyBatis. Merci. Ah, ça sert à ça, MyBatis? Ouais. Ah, ok. Oui, pour moi, c'est un peu le même délire, quoi. Grauman nous demande si ça nous arrive de faire des tests avec du volume de data substantiel. Toujours dans Test Container. Justement, je me demandais, parce que toi, tu dis, tu utilises ton Liquibase et tout. Et nous, typiquement, par principe, on va pas utiliser le même volume de données de prod en test. Je pense pas que ça va rajouter fondamentalement le temps de requêtage. C'est juste en fait que déjà, ça peut nous éviter en fait de confondre. Voilà, je veux dire, si j'ai 10 000 entrées dans ma base de prod, j'ai pas envie en fait de faire un test sur 10 000 entrées. Souvent, surtout avec les requêtes qu'on a, c'est vraiment c'est du filtre en fait. On va chercher dans 10 000 entrées, la partie des clients qui sont, on va dire, qui répondent à notre besoin. Donc, on va peut-être vouloir juste la ligne ou les deux seules lignes qui rentrent dans le filtre. Donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit une question de volumétrie de données. Je pense que c'est une question de la pertinence des données. Donc, on ajoute les 2 cas de test qu'on veut remonter et du bruit autour. Et nous, ça fait le job. Moi, ça peut servir des fois des tests de performance exactement. Pour les régressions, mais après c'est pas forcément sur tous les tests. Et puis il faut pas les faire dans Test Container. Exactement, faut pas les faire dans Test Container et surtout dans un contexte Spring. Je veux dire Spring, le temps qu'il démarre, voilà quoi. Je veux dire,
Après, tu peux pallier un peu avec le problème. Bah, après, effectivement, moi, je les exécuterai pas en même temps que les autres tests, mais tu peux tout le chargement des données, etc. Tu peux pallier le problème en faisant en les construisant dans ton image. Ça fait que tu démarres, c'est direct toutes les données, quoi. Mais c'est exactement ce que, enfin, là, c'était pas visible parce que je me suis mal débrouillée à le présenter, mais c'est exactement ce que je fais avec mon profil. Dans le profil, en fait, je lui dis, bon, bah, tu vas me récupérer, en fait, tout ce qu'il y a dans MySQL Test. Et dans MySQL Test, en fait, il y a un schéma de création de table qui est ISO prod, on va dire, et il y a un schéma de création de données de population. Non. Flo disait, tu builds ton image directement avec tes données. Pas tu démarres ton image puis tu la charges. Tu démarres une image qui a déjà un volume. Ah oui, ça, j'ai vu qu'ils en parlaient justement. Enfin, tu peux faire ça et je crois qu'ils prennent aussi les Docker Compose. Oui, effectivement, tu peux le faire. C'est juste. Après, il y a aussi, en fait, et ça, c'est intéressant, c'est comment, si tu dois faire des tests d'intégration, est-ce que tu vas aller te plugger sur un volume Est-ce que tu n'as pas justement. Ça dépend de ce que tu veux tester, en fait. Ça dépend vraiment de l'intention de ton test. Pour moi, c'est très rare que j'ai besoin de plus de 5 entrées dans mon référentiel pour tester ce que je veux. Parce que souvent, avec 5 entrées, 6 entrées, je vais pouvoir tester mes différents critérias, mes différentes recherches, les différents trucs que je veux faire. Si j'ai des doutes sur les perfs, si je veux faire des trucs sur les perfs, en fait, de toute façon, je veux pas vouloir le faire sur le même poste. Parce que si j'ai un doute sur les perfs, je vais me mettre dans une configuration réseau qui ressemble au moins vaguement de loin à celle que je vais déployer en prod. C'est ça. Donc, si j'ai des trucs à faire sur les perfs, c'est vraiment pas ces outils-là que je vais aller chercher. Je vais déployer un env qui sera pas forcément isoprod, c'est pas grave. Toujours pareil, ça dépend ce que je veux vérifier. Mais des fois, j'ai pas besoin de déployer un env isoprod et puis je vais utiliser des outils faits pour faire des teasers de perf. Et puis si je suis dans un contexte où c'est très touchy, très risqué, etc., bah, je vais l'automatiser dans ma CI, cette step-là. Et si je sens que j'ai pas besoin, bah, je vais pas le faire. On a des grandes histoires de perf avec Arthur en commun. On peut beaucoup parler de problèmes de perf, mais pas chez nous. On a fait des trucs qui marchaient. Pendant que ça se troll sur Haskell, gentiment dans le chat. Oui, parce qu'apparemment, en Haskell, on n'a pas les problèmes dont Michel nous a parlé, donc ce qui doit... Alors, c'est très simple. Hein. Pourquoi il n'y a pas ces problèmes-là dont Michel a parlé en Haskell? C'est parce que ces problèmes-là, en fait, tu les vois une fois que ton appli a compilé. Voilà. Et c'est jamais arrivé en Haskell. Il n'y a jamais un programme qui a fini de compiler. Du coup, ils n'ont jamais eu ce type de problème. Ah, vous parliez de... Parce que j'ai parlé de plusieurs problèmes. Non, c'est du troll. C'est que du troll. C'est que du troll. La complexité des requêtes SQL, apparemment, il n'y a pas de requête SQL complexe en Haskell. Alors, même il n'y a pas de bug. Moi, d'après Gauthier, il ne fait pas de bug du tout. Quelle chance. Ah bah. Oui, mais c'est normal. Ça n'a jamais compilé. C'est facile aussi de ne pas faire de bug. Moi aussi, hein. Nolwenn nous confirme effectivement que nous sommes probablement dans le vrai ici. En Haskell, il n'y a rien en prod. Voilà. Merci Nolwenn de cette intervention. Ok, tout troll mis à part, est-ce qu'on a d'autres choses? Est-ce qu'on conclut gentiment? J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Allez les gars, c'est votre dernier moment. Et les filles? Et les filles, on est inclusif. Attends un peu, il y a une latence entre... On peut commencer à faire la pub. Est-ce que... Bah, il y a du Rust aussi. Il n'y a personne qui a fait du test container en Rust? Non, pas encore. T'as pas fait ça, Nolwenn, pour t'amuser? Dans les gens qui font du Rust, dans le chat, il y a Nolwenn qui en fait un peu de temps en temps. Genre qu'on connaît. Et enfin, moi, j'en fais pas là, dans le cadre de cette mission. Tout ce qui est Selenium et tout, justement, faudrait voir si c'est moins fragile, en fait, avec un test container, n'est-ce pas? Parce que... moi, je branche tous mes cucumbers sur un test container. Et par contre, pour ce qui est test de front, je vais moquer avant. C'est-à-dire que je vais prendre Cypress et je vais moquer au niveau des réponses REST. Et du coup, c'est pas fragile du tout et c'est très rapide. Ouais. Deux approches. Alors nous, à propos de Cypress, on commence à faire joujou avec Playwright et on en est plutôt content. C'est quoi Playwright? C'est le concurrent de Cypress de chez Microsoft. D'accord. Je t'ai coupé Arthur.
concurrent Puppet, c'est pas le même niveau d'ascension que. Merci pour cette précision, Florent Pellet. Non, ce qu'on aime bien, c'est que ça a la prétention d'essayer de couvrir plus de navigateurs que Cypress, et notamment certains navigateurs du monde Mac que je ne connais pas. Voilà, donc effectivement, c'est plutôt alléchant comme proposition, tout en ayant des temps d'exécution un peu plus courts. Andonaré qui nous dit j'adore Playwright, c'est le feu. Voilà. Merci. On est content, on a placé Playwright et donc on a fait un auditeur content. Un spectateur, je sais pas comment on dit sur Twitch. Normalement, les communautés, quand c'est des gens bien qui les animent, ils ont des noms de communautés, tu vois. Mais nous, on n'a pas ça. Les crafters. Ouais, les crafters, c'est pas pire. Voyeur, pas mal. Gauthier, je pense que le nom est intéressant. Il parle de viewer en anglais, effectivement. Je prends pas, je l'assume pas du tout. Bon, donc je vais céder la proposition de Colin et vous faire la pub, hein, d'autant qu'on a quand même une actualité débordante sur ce mois d'avril, puisque les Software Crafters de Lyon sont heureux d'annoncer leur toute première conf ever la semaine prochaine, mardi prochain, donc dans 7 jours. 147 personnes inscrites, je crois. 147 billets distribués. De toute façon, on peut en faire la pub tant que vous voulez, il n'y a plus de billets. Il n'y a plus de billets. Ouais. Donc, si vous avez votre place, vous-même, vous savez, et vous serez et à la semaine prochaine. Et donc, à la semaine prochaine, c'est voilà. Donc, par contre, c'est intéressant aussi pour nos habitués qui savent qu'on fait des interventions chaque semaine. Eh bien, oui, la semaine prochaine, il y aura bien une intervention, mais c'est Lyoncraft. Donc, il n'y aura rien sur Discord, il n'y aura rien sur Twitch. C'est en présentiel la semaine prochaine. Et les autres événements ne sont pas encore annoncés, mais on sait aussi qu'on a un mois extrêmement chargé. Si, ils sont déjà annoncés. Oh, c'était pas annoncé cet après-midi. Moi, j'ai eu les notifs pendant le live, là. Oh là là, ouais, mais ça va trop vite. Qu'est-ce que tu veux? Alors là, moi, les bras m'en tombent. Je suis en train de faire une très très mauvaise pub. Ah, bah, alors on a décidé apparemment de rien faire la deuxième semaine d'avril pour une raison très simple, c'est qu'il y a MixIT et Devox. Et que voilà, qu'exceptionnellement on va sauter une semaine. Et après il y a 2 Coding Dojo d'annoncer. Coding Dojo du midi le 20 sur un bingo kata et Coding Dojo du soir le 25 sur un trip service kata. On l'a pas fait il y a pas longtemps le trip service, les gars? On a fait Train Reservation, mais trip service. Ah ok. Ça a été une petite catastrophe, notre Train Reservation. Alors que la précédente fois où je l'avais fait, j'avais trouvé que c'était pas si mal. Mais bon, on va savoir. Ok, et c'est où vous... Enfin, il faut être sur votre meetup pour savoir toute cette actualité bouillonnante. Ouais, c'est tout annoncé sur Meetup. Alors parfois avec un peu de lag, hein, on organise souvent pas longtemps avant. D'accord. Bah, c'est vrai que sur Paris, on n'a pas la bonne idée de le mettre sur Meetup le dojo du vendredi. Mais bon, à l'occasion. Ouais, d'autant que la plupart des événements qu'on organise sont encore distanciels, notamment les katas. Donc il n'y a pas de barrière géographique à nous rejoindre. Oui, totalement. Et comme le dit Nolwenn, on va vraiment faire notre maximum pour vous filmer un des 3 tracks de Lyoncraft, donc le track de Talk. On met vraiment toutes les chances de notre côté, mais ouais, on va faire ce qu'on peut, quoi. On a parfaitement confiance en notre capacité à filmer. On a filmé dans des conditions bien pires que ça, mais là, il y a un... Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, on sera 3 habitués à faire de la captation vidéo à 7h30 du mat sur place avec tout notre matériel. Donc vraiment, on va faire au mieux, mais on peut pas vous promettre qu'il y aura les replays. Voilà. Ok. On regardera. Donc c'est mardi prochain, Lyoncraft. C'est ça. Il n'y a plus de place. Ah oui. Je sais, j'ai vu que c'était sold out. Mais désolé. On se verra à la Ncraft. Vous venez à la Ncraft? Moi, oui. Moi, non. On se verra à la Ncraft parce que je me suis pas positionnée pour MixIT. J'ai pas tenté ma chance cette année.
Et Alpecraft, c'est après mes vacances, donc je verrai si j'arrive à grappiller un billet. Il y a Alpecraft et il y a des copains dont il faut faire la pub sur Lyon, puisque jeudi, c'est le tremplin. Ah oui, le 30 mars, effectivement. Donc Tremplin. sur le groupe Meetup de Craft Records, si quelqu'un peut le linker, qui est une initiative pour aider les primo intervenants à prendre la parole. Donc Craft Records s'associe à Mix IT pour faire le tremplin de Mix IT, et donc jeudi, il y a 6 personnes qui vont tester leur talk, et la personne qui ressortira de la soirée de jeudi avec le plus de votes aura un talk à Mix IT, et nous avons un des orgas des crafters qui présente un talk dans les 6. Voilà. C'est un groupe de musique, Nolwenn et les Duchesses. C'est ça. C'est ça. Ah, il y a les Duchesses dans Craft Record, autant pour moi. Mais voilà, donc venez encourager les gens, ou jeter des cailloux à ceux que vous aimez pas. Je crois que les petits cailloux sont vendus à l'entrée. Ok. Et du coup, en fait, pour la plupart de vos sujets, parce que moi j'ai regardé ce qu'il y a sur YouTube, mais je crois qu'il n'y avait pas de nouvelles vidéos, vous faites des katas. Est-ce que vous arrivez à les terminer, vos katas? Ça dépend beaucoup du groupe. Ça dépend beaucoup du groupe. Généralement, on arrive à plier enfin, si le kata est en plusieurs parties, on arrive toujours à terminer la première partie, disons. Par contre, après, ça nous arrive aussi de dériver et de ne pas être bloqué par ce que le kata demande. En fait, en fonction de ce que les participants ont envie d'explorer et des refactorings qu'on a envie de tenter, souvent ça part en live. D'accord. Donc, par exemple, le sujet, parce que c'était ça la question, est-ce qu'il fallait le présenter en mode talk ou est-ce qu'il fallait faire un atelier avec chacun sur son PC, tu vois? C'est toujours un peu... Mais après, je peux pusher, parce que ça, je ne l'ai pas pushé, mais si vous voulez, je peux le pusher pour ceux qui veulent partir en fait d'un truc sous Spring, si vous voulez apprendre du Spring. Enfin, mais l'environnement, il est assez contraint parce que, bon, c'est un code de communauté, quoi. C'est pour faire du sample sur des choses qui n'ont rien à voir, et là, il faut juste rajouter une couverture. Et la difficulté, c'est ça, c'est qu'il y a du Spring, il y a du JPA, et du coup, il faut rajouter du test container. Donc, je ne sais pas trop si ça peut intéresser les uns et les autres. Why not? En tout cas, si tu le poses quelque part, on n'hésitera pas à le relayer. À le mettre dans le CR, etc. Je vous propose qu'on clôture le live. D'ailleurs, tu peux partager aussi les slides. Ouais. Ça, si tu peux, on le mettra le compte. Sur nos CR. Je sais pas si tu as fait une commande pour les CR. Oh, si. Ouais, évidemment qu'il y a une commande pour les CR. Incroyable. Donc, sur le chat, sur Twitch, en fait, Colin a instrumenté des commandes raccourcies qui permettent de rappeler un certain nombre de liens très utiles, comme par exemple la définition de Domain Driven Design. Je crois que tu as fait un raccourci. Non, pas sur cette chaîne, je crois pas. Par contre, il y a les définitions de Gauthier sur cette chaîne. Ah, voilà, ça c'est quand même bien. Et Discord qui permet de rappeler l'URL de notre Discord. Je vous propose qu'on clôture, on pousse tout ça et on passe en after. Ouais. Est-ce que, juste Michel, est-ce que tu es intéressé par un ROTI, un Return on Time Investment? Oui, totalement. Totalement. Sachant que bon, c'est peut-être un peu rapide. Ben, on verra. S'il y a des notes basses, on pourra demander à ceux qui le veulent de motiver ça, justement dans une optique de nous améliorer tous. Hein. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de mettre une note de 1 à 5. 1, vous êtes ennuyé faire, mais vous auriez mieux fait d'aller faire autre chose. 5, c'était le talk de votre vie, vous avez tellement kiffé. Voilà, et vous pouvez utiliser le chat et pareil, on le mettra dans le compte rendu. C'est tout. Allez, hop. Alors, Colin, il a roulé sur le sujet. Moi, j'ai bien aimé. Paternma a mis 2. D3B0 underscore a mis 4. Gauthier 3. Grauman a mis 3. Fait une moyenne d'à peu près 3, quelque chose comme ça. Paternma nous dit, pour motiver son retour, beaucoup de Java, mais pas beaucoup de test containers. Ah oui, ça c'est un peu l'inconvénient de Spring.
Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de retour. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, dans ce cas, on peut conclure. Ah, pardon, Colin, Et tu ben, voulais dire quelque rendez-vous chose? sur le Discord si vous voulez venir faire l'apéro avec nous. Il y a peut-être des gens qui resteront. Et puis, ben, sinon, on se voit à Lyoncraft pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des places. Et Très nous, avec bien. Arthur, on a eu nos places. Ouais, carrément, on était parmi les premiers. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci de t'être jointe à nous. Merci Arthur, merci Colin, merci Florent. Et puis, Passez un bon after, une bonne Merci fin de semaine. également. Et à une Ciao. prochaine. À une prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.